Lecointre l'a dit que d'ici 10 ans, ils vont revenir toutes les armées européennes pour nous mettre sous boisseau. C'est pas pour venir distribuer des fleurs. Et le général, je sais pas, on appelle Michael, je sais pas, l'anglais. Vous disiez l'anglais, moi j'allais dire le général Lenga. Le général Lenga, parce que vous savez très bien dans nos contrées aussi, quand on dit Lenga, bon. Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel. Ce monsieur, il n'est plus à présenter. Cette interview, nous l'attendions depuis des jours. Parce que il y a des personnes, quand elles prennent la parole, elles captent ton attention. Et elles distillent des propos qui sont réconfortants. Elles sont dans la vérité, elles sont dans le vrai, elles sont dans le concret, dans la lutte. C'est le cas du président Bassolma Bazié. Au sein de l'AES, vous savez très bien qu'il y a une guerre asymétrique. Des vaillants et dignes fils de l'AES ont pris les rênes du pouvoir, ont décidé de changer de paradigme. Ils ont mis au centre l'insécurité, lutter efficacement contre l'idée terroriste qui endeuille depuis des années au sein de l'AES. Ces dirigeants sont accompagnés par des patriotes compétents, des hommes intègres, qui aujourd'hui font la fierté du peuple africain. Bassolma Bazié en fait partie. Vous savez également que, au-delà de ça, l'AES est victime d'attaques de puissances étrangères, des mains noires, des mains obscures, des forces endogènes et exogènes qui manœuvrent afin de pouvoir saper l'élan au sein de l'AES. La dynamique est en cours. Au niveau de l'industrialisation, du développement, de la sécurité, les terroristes ont aujourd'hui des sponsors. Ces sponsors-là les accompagnent en armement et en finance. Les coups d'État qui sont préparés dans certains pays afin de pouvoir déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. L'économie, Bassolma Bazié touche tous les pans. Il touche tout et vous êtes, à travers cette interview, vous êtes très bien éclairé sur la dynamique aujourd'hui amorcée par le président de l'AES. On écoute le président de la Commission nationale de l'AES, son Excellence Bassolma Bazié, un homme de qualité, un patriote dans l'âme et dans l'esprit. On écoute. Comment se porte le Burkinabé dans cette confédération de l'Alliance des États du Sahel? Merci bien. Une fois de plus, je tiens à saluer la mémoire de l'ensemble de nos pères panafricanistes. Permettez que je cite Sourama Mangou et Amani Diori du Niger, et Modibo Keïta du Mali, et Thomas Sankara et Wezen Koulibaly du Burkina Faso, et bien d'autres leaders panafricains qui se sont sacrifiés pour que l'Afrique puisse avoir une stature, une image de dignité et d'honneur. Comment se comporte le citoyen burkinabé, excusez-moi, dans cet espace confédéral? Je prends seulement quelques exemples pour indiquer l'état dans lequel se retrouve le citoyen. Le premier élément, c'est de féliciter les trois pères qui tiennent très bien, de façon très haute, le combat pour la conquête de la souveraineté, du progrès social véritable de l'ensemble des peuples africains, que j'ai nommé le chef de l'État burkinabé, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État du Mali, le général Assimi Goïta, et évidemment le général Tchani Abdourahmane du Niger. Et vous savez très bien que suite à leur rencontre précisément au Mali, le 17 septembre, le 16 septembre 2023, qui a permis, à travers l'analyse des textes de Liptako Gourma, d'annoncer la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Mais également leur rencontre au Niger le 6 juillet 2024, permettant officiellement la création de la Confédération des États du Sahel.
mais aussi leur sortie historique le 28 janvier 2024, stipulant clairement la sortie des pays de la CEDEAO, mais aussi mettre en garde quiconque va attaquer le Niger. C'est comme s'il a fait une déclaration de guerre aux deux autres pays. Et à l'issue de ça, vous avez vu un passeport unique qui a été mis en place, qui concerne également le citoyen burkinabé. C'est un très grand atout. Le deuxième élément, il y a eu une force unifiée conjointe militaire qui est mise en place. Ça permet de séréniser notre combat et d'avancer sur tous les fronts. Le troisième élément qui est très prépondérant, vous avez vu une rencontre qui vient de définir la mise en place d'une radio commune qui va porter la voix de l'ensemble de ces pays. Le quatrième élément que je pourrais citer, vous avez vu la manifestation du 28 janvier dans notre pays qui indique que les peuples soutiennent et prennent en charge l'avancée notable vers cette souveraineté. Et le dernier exemple, c'est ce qui vient de se passer tout récemment, le 30 avril, à travers le monde, pour indiquer que véritablement nous sommes sur la bonne voie et que quiconque va prendre des positions de s'en prendre à un de ses leaders, il va trouver l'ensemble des peuples du monde épris de souveraineté, de justice, de l'ordre. Donc, s'ils n'étaient pas bien portants dans cette situation, on n'allait pas vivre ces moments. Alors, on va y revenir. À vous entendre parler, le Burkinabé se sent à l'aise, très bien à l'aise, dans la Confédération des États du Sahel. Alors, les trois pays ont quitté officiellement la CEDEAO le 29 janvier 2025. Alors, quel avantage comparatif faites-vous entre le Burkina Faso tiers appartenant à la CEDEAO et celui d'aujourd'hui appartenant à l'AES? Avantage comparatif, c'est d'abord saluer une fois de plus la mémoire des pères fondateurs qui ont vu juste et qui ont estimé que les peuples isolés allaient être des proies faciles à tous ceux qui ont mis nos vies, notre dignité pendant la période d'esclavage et autres la sous-boisson. Et de ce point de vue, je pense qu'ils se sont sacrifiés pour, en 1975, aller à la mise en place de la CEDEAO pour permettre aux peuples africains de vivre de façon libre et digne. Malheureusement, le contenu des textes et les pratiques de tous ceux qui sont venus les remplacer après ont été noyautés, utilisés contre les mêmes peuples. Vous avez vu des décisions assez lapidaires de fermeture de frontières allant contre les intérêts des peuples maliens, burkinabés et nigériens, induisant même des questions de mort de façon au niveau des hôpitaux, liées au fait que les produits même médicaux ne pouvaient pas parvenir à ces différents pays. Donc, de ce point de vue, l'AES n'a pas été créée contre un peuple dans le monde. C'est une fois de plus saluer l'engagement et l'accompagnement de l'ensemble de ces peuples du monde et qui s'engagent fermement auprès de ces peuples, l'espace AES, dans la conquête ferme de leur souveraineté pour le meilleur être, pour l'honneur, la dignité et l'intégrité. Donc, des avantages comparatifs qui pourraient être cités ne veut pas dire que les peuples sur l'espace AES se présentent comme des peuples supérieurs aux autres peuples. Voilà pourquoi je fais ce rappel. Et même si on faisait des référendums dans ces différents pays qui ne sont pas encore de l'AES, c'est clair que les peuples allaient se positionner pour l'adhésion de ces différents peuples-là à l'AES, de ces différents pays à l'AES. Les guerres qui sont au niveau politique, j'allais dire présidentiel, parce que ces gens ne sont pas libres, sont noyautés de l'extérieur et orientés autrement, ne nous engagent pas. Donc, en avantage comparatif, vous voyez très bien que dans notre pays, tous ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas se défendre en dehors des forces étrangères, ils ont menti devant l'histoire. Depuis que ces forces étrangères ont quitté notre pays, nous luttons de façon très efficace contre l'insécurité, la stabilité et l'enforce. Également, en termes de libre circulation, vous voyez que nous sommes en train de nous battre afin que le Malien, qu'il soit au Burkina, qu'il soit au Mali, se retrouve également chez lui. Il n'y a pas à dire qu'il est malien, il n'est pas burkinabé, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, si véritablement il n'y avait pas d'avantage comparatif assez élogieux, la solidarité que nous avons eue de ces différents peuples à la sortie du 30 avril n'allait pas être un élément assez pointu et assez vérifié à travers la mobilisation mondiale en termes de solidarité. Donc voilà un certain nombre d'exemples que je cite pour dire que en termes d'avantages, comparativement à ce qu'on vivait sous l'angle de la CEDEAO, où les décisions étaient prises de l'autre côté de la mer pour nous les imposer, vous voyez que le choix de partenariat, la question d'achat des armes, la question de développement de projets ferroviaires et même d'autoroutes, la question de mettre en place des banques, un fonds
autonome de gestion au niveau de l'espace AES, et même les réserves en or que nous sommes en train de constituer, etc., indiquent que nos pays se portent de plus en plus bien. Et voilà pourquoi les peuples ne tardent pas à se poser la question, où étaient ces présidents? Pourquoi ils viennent aussi tardivement que ça? Donc, nous pouvons que nous mettre à genoux et implorer les membres des ancêtres de fortifier la solidarité entre l'ensemble de ces peuples pour protéger ces joyaux que sont ces trois chefs d'État afin qu'on aille plus loin. Parce que la lutte sera longue. Alors, Monsieur le Président, on va rester sur la question de la CEDEAO. Je l'ai dit tantôt, c'est depuis le 29 janvier 2025 que l'AES a décidé de partir définitivement. Pour le compte de l'AES, c'est le ministre en charge des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdel Diop, qui a été désigné pour mener les négociations avec la CEDEAO. Comment peut-on retenir des points saillants justement de ces négociations à ce jour? D'abord, il faut dire que je tiens à féliciter l'ensemble des trois répondants de la diplomatie de ces trois pays pour leur engagement, leur détermination et la mise en œuvre de façon conséquente des orientations données par les trois chefs d'État. Vous savez très bien, dans toute négociation, toute approche, c'est pas tout qui peut être mis au dehors, dans la mesure où on le dit d'habitude, les murs ont des oreilles. Mais c'est pour vous dire que, en prenant tout simplement trois exemples, le premier exemple, vous savez très bien que au niveau de la CEDEAO, au niveau de ces instances, il y a des représentants de ces trois pays, les travailleurs qui représentent le Burkina, le Mali et le Niger au sein de la CEDEAO. Ce sont des contrats qui lient ces travailleurs, nos frères qui y étaient, avec ces institutions. Et il y a des bonnes raisons d'apprécier la rupture de ces contrats, dans quels termes et dans quel sens il faut véritablement aller. Le deuxième élément, vous savez très bien que cette CEDEAO avait des représentations dans chaque pays. Et ces représentations, dès lors que c'est une institution diplomatique qui était là, il faut voir comment il faut prendre des dispositions pour mettre fin à l'ensemble de ces processus. Le troisième élément, comme je l'ai dit tantôt, l'espace AES n'est pas un espace clos. À dire que les autres frères et sœurs des autres pays qui sont de la CEDEAO, ils sont pas chez eux. C'est pas notre vision. Les trois chefs d'État ont toujours dit que l'espace AES est ouvert à l'ensemble des peuples du monde. Donc, de ce point de vue, il y a aussi à analyser, dans la libre circulation des biens et des peuples, quelles sont les voies qu'il faille prendre pour ne pas enfreindre, en tout cas aux intérêts des différents peuples qui sont toujours de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tantôt du 30 avril. On va en parler de suite. Alors, les trois chefs d'État de l'AES sont adulés aujourd'hui par la jeunesse africaine. Alors, on a vu le 30 avril à côté la vague de soutien au président du Faso. Alors, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Pourquoi autant d'admiration de ces chefs d'État au niveau mondial? Et d'abord, il faut, en commençant par notre chef d'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, on ne peut pas avoir de l'admiration face à quelqu'un qui a décidé de mettre sa jeunesse dans un fourneau de braise, sacrifier toute sa jeunesse pour la défense d'un peuple. Ils sont combien pour pouvoir le faire? Il faut oser pour le faire. Le deuxième élément, il faut comprendre que ce n'est pas leur personnalité en tant qu'homme seulement qui soit admirée. C'est le courage, le chemin pris, qui est le chemin de la conquête de la souveraineté, de la liberté, de l'intégrité, de l'honneur, à savoir le chemin qui a été correctement tracé par les dévanciers aussi qui ont sacrifié leur vie. Les peuples africains attendaient ça depuis longtemps. Exactement. Le troisième élément, il faut mesurer ce qui nous attend tous. Dans la mesure où, après l'esclavage, après la colonisation et le néocolonialisme que nous vivons, le fait de prendre le courage de faire face pour pouvoir arracher notre souveraineté, c'est comme si on était monté sur un engin explosif. C'était un engin dont la fragmentation sera générationnelle. C'est pour dire, en moindre dérapage, nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, nous allons payer le prix. Et même nos enfants qui ne sont pas encore nés vont aussi payer le prix. Et vous savez très bien, en 1960, quand le général de Gaulle distribuait les indépendances formelles à nos différents pays, c'est en signant en plein secret 11 accords. Au niveau de ces 11 accords, au niveau militaire, c'est de dire les bases militaires françaises n'allaient pas quitter nos pays. C'est de dire qu'au niveau financier, le franc CFA devait être géré par la France et on n'a pas d'indépendance à ce niveau.
Au niveau économique, c'est de dire que nos sous-sols appartiennent à la France. Ça veut dire que si on découvrait des matières premières, c'est à la France de décider d'abord si elle veut ou pas, avant d'appeler un autre partenaire. Donc, quand un dirigeant africain arrive, et il prend le courage à 2 mai pour dire, l'ensemble de vos bases militaires, quittez nos pays. Elles ont quitté. Et on redéfinit des partenariats pour avoir de nouveaux partenaires, à échange, et même dans la respectabilité égale. Vous savez très bien que vous faites face à des véritables loups. C'est des gens qui n'ont pas replié. Et de toute façon, le général Lecointre l'a dit, que d'ici 10 ans, ils vont revenir toutes les armées européennes pour nous mettre sous boisseau. C'est pas pour venir distribuer des fleurs. Et le général, je sais pas, on appelle Michael, je sais pas, l'anglais. Vous disiez l'anglais, moi j'allais dire le général Lenga. Le général Lenga, parce que vous savez très bien dans nos contrées aussi, quand on dit Lenga, bon, c'est quelque chose dont on peut s'en passer. Donc ça n'a plus ou moins pas de valeur. Donc de ce point de vue, leur sortie indique. Donc le retour de ce général Lenga indique clairement qu'ils sont prêts à venir perpétrer en même temps des assassinats qu'ils avaient eu l'habitude de le faire. Donc quand vous avez des dirigeants africains qui arrivent à sortir et disent malgré menaces, et leur sérénité n'a pas été touchée d'un seul iota, mais ça nécessite être fier aujourd'hui de cette force unifiée, autrement dit, quelle est sa réelle capacité sur le théâtre des opérations? Et comme je l'ai dit tantôt, vous allez me permettre que tout ce qui est diplomatie, négociation, va de pair avec ce qui est également de la défense et de la sécurité, pour dire que l'efficacité ici doit se démontrer par les faits et les résultats sur le terrain. La façon dont on est organisé, si on en donne assez de détails, nous permettrons peut-être à l'ennemi de prendre le devant, parce qu'il saura exactement là où nous partons. Là où il faut se réjouir, c'est que aujourd'hui la force unifiée est une réalité. Et je pense que ce qui a été publiquement dit, c'est que les 3 pays ont consenti à mettre déjà pour démarrer en place 5000 hommes qui ont déjà commencé leur formation. Et ça va augmenter également en fur et à mesure que nous avançons. Vous savez très bien que quand vous puisez des hommes au sein de l'armée burkinabé, au sein de l'armée malienne, au sein de l'armée nigérienne, il y a toute une logique qui doit accompagner, il y a tout un règlement qui doit accompagner, parce que ces entités n'étaient pas gérées de la même façon. Donc même en termes de mise à niveau, en termes de formation, en termes de confraternité qu'il va falloir renforcer, on a besoin de faire ces choses-là de façon très méthodique. Le deuxième élément, c'est nos capacités à acquérir le matériel qui puisse permettre à ces forces également d'être opérationnelles. Heureusement que les 3 chefs d'État ont eu le courage de réorienter nos partenariats et dire que le partenariat ne doit plus se faire comme avant, ou même pour payer un simple revolver, il fallait avoir l'autorisation de la CEDEAO, l'autorisation de l'Union africaine, et puis en fonction se soumettre aux décisions d'humeur d'un président français après la prise de son thé matinal. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se fait. Nous avons redéfini nos partenariats. Donc, heureusement, Dieu nous a accompagnés. Nous avons des partenaires sérieux aujourd'hui. Tout ce que nous commandons, avec nos moyens qu'on ne va pas définir ici, arrive à temps réel. Et c'est ce qui fait que le général, c'est tout ça là qui fait mal au général Lenga, qui croit que, bon, il faut être dans les anciennes méthodes pour nous bloquer. En tout cas, nous avançons. Vous avancez sereinement. Alors, pour ce qui est de la Fédération de Russie, vous avez parlé des partenaires stratégiques en termes d'acquisition d'équipements. L'une des attentes vis-à-vis de la Fédération de Russie, c'est la facilitation d'acquisition d'équipements de guerre et un accompagnement technique pour la formation des forces combattantes. Mais pour ce qui est de l'acquisition des équipements de guerre, il y a un pays hostile de l'AES qui a le même fournisseur. Est-ce qu'au sein de la Commission, au sein de la Confédération, cela constitue une préoccupation majeure? Non, il faut comprendre tout simplement que aucun pays n'est en réalité un ami à un autre. Nous sommes des partenaires, il faut respecter notre façon de fonctionner, notre cadre de partenariat et les relations qui nous lient. Quelles sont les relations qui vous lient avec une autre personne? C'est pas ça qui nous préoccupe. De toute façon, nous avons la liberté à tout moment d'apprécier, d'analyser. Si ça ne nous convient pas, nous repartons ailleurs. Ça, c'est le premier des aspects. Donc, avec qui vous coopérez, comment vous faites, c'est pas ça qui nous préoccupe. Nous avons des engagements avec vous. Il faudrait que les engagements soient respectés à la lettre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons demandé tel élément. Vous nous avez dit ça coûte tant. Nous avons pu fournir
ce que ça coûte, nous attendons notre produit. Et notre également regard, c'est de regarder que le produit que nous avons commandé là, c'est exactement cela et que c'est de bonne qualité. Parce qu'avant, quand on commandait, on n'avait pas la liberté, cette souveraineté de le faire. Ceux avec lesquels on commandait, vous avez vu des appareils qui nous ont été envoyés dans le temps. Quand vous regardez, c'est comme si c'était pour bombarder des moustiques. Au moment où on appartenait à la CEDEAO. Et aujourd'hui, grâce à la Russie, on a des équipements de pointe. Justement, aujourd'hui, pour ouvrir même une parenthèse, des moments où on constatait qu'eux-mêmes qui nous bloquaient les armes là, et quand nous avons défini nos partenariats, on s'en va pour commander, on va même les trouver dans les mêmes magasins. Donc, ils venaient acheter pour aller mettre leur marque. Donc, ils vous voient, ils sont étonnés et puis ils vous demandent qu'est-ce que vous êtes. Ah bon, vous aussi, vous êtes ici. Nous, on vous pose la même question. Moi, vous avez connu ici, nous aussi, on est là. Donc, de ce point de vue, en tout cas à ce niveau, qu'un partenaire ait des relations avec un autre pays, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le respect du partenariat que nous avons avec vous. Alors, nous allons poursuivre, Monsieur le Président, pour parler cette fois-ci des questions de développement. On sait que l'une des priorités de l'AES, c'est la mise en place des projets, de programmes structurants pour le bonheur des populations. Est-ce qu'à ce jour, il y a des acquis notables? On sait que le président en exercice de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, parlait de la mise en place d'une banque confédérale, d'un fonds d'investissement, mais aussi d'une ligne ferroviaire devant donc relier Kaï à Niamey. Au jour d'aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Est-ce qu'il y a des acquis notables? Il y a des acquis notables. Nous avons rencontré son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré la semaine surpassée, avec la présence ici des 3 ministres du commerce des 3 pays. Il va avoir une rencontre et il a été clair dans ses propos. Et il veut qu'on change la façon de faire. La production de tonnage de rapports dont le contenu n'est pas réel. En termes d'impact sur le terrain, nous devons quitter cela. Le premier élément, quand la commission va véritablement prendre son envol, voilà pourquoi je dis que le travail de la commission, c'est pas un travail bureaucratique. C'est pas un travail de bureau. C'est un travail de terrain. Donc, le premier élément qu'on doit toucher du doigt pour rendre véritable la question de la liberté dans le déplacement des populations et même de leurs biens, c'est de voir cette question de raquette qui se fait sur les différents corridors. Et ce ne serait pas étonnant que vous allez retrouver pas seulement dans un engin de transport en commun, à la frontière malienne ou bien à la frontière nigérienne, et même pourquoi pas bien masqué, pour regarder c'est quelle main qui va récupérer quel passeport et demander quel billet de banque, on va suivre. Donc voilà pourquoi la première des rencontres également, c'est de mettre en unité l'ensemble des secteurs informels des 3 pays. Parce que ce sont eux aussi qui se déplacent beaucoup. Et mettre des moyens de contact en place, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par mail, pour dire que tout commerçant à un lieu donné, qui sera objet d'une question de raquette, qui saisisse immédiatement le numéro et qu'il envoie un élément. Donc vous voyez que ça c'est un élément pratique qu'on est en train de déployer. Le deuxième élément, je pense que le plan ferroviaire également qui a été défini pour relier les 3 capitales, c'est déjà bien avancé. Les questions d'études également sur les autoroutes, c'est déjà bien avancé. Mais c'est justement ces avancées-là, surtout qui seront couronnées par notre sortie victorieuse de ce franc CFA qui est une des chaînes. Et c'est ça que les gens voient, ils ne veulent pas. Et je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau. Le général Tiani a su le dire. Il faut laisser, au moment venu, les spécialistes seront mandatés de sortir et de le dire au haut et fort. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous avançons avec sérénité. Il y a certains détails que je ne donne pas parce que les murs ont des oreilles. Et comme ils sont aussi partout, c'est pas qu'on a peur de le dire. C'est pour ne pas leur indiquer là où nous partons. C'est de façon très stratégique. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas parler aujourd'hui de développement sans parler de souveraineté énergétique, surtout pour un espace comme l'AES. À ce niveau, comment est-ce qu'on compte s'y prendre pour acquérir véritablement notre souveraineté énergétique et minière? Et c'est une très grosse chance que l'AES a. Et dans la mesure où vous voyez l'uranium du Niger est exploité sur combien d'années? En maintenant, le peuple nigérien dans le noir, et c'est la France qui était illuminée, qui était même devenue vendeuse d'énergie en Europe. Et nous saluons le peuple français qui solidarise avec nos peuples. C'est pas que nous sommes d'accord si le peuple français est plongé dans une souffrance à un niveau donné, mais le capitaine Thomas Sankara avait clairement dit que ceux qui exploitent le peuple français, ce sont les mêmes qui exploitent les peuples africains. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Donc, dans ce sens, quand vous voyez la façon dont le partenariat est en train d'être redimensionné dans l'exploitation de l'uranium,
le pétrole dans nos différents espaces, c'est pour permettre de mettre l'accent sur cette question d'énergie au niveau des 3 pays. Vous savez très bien que même le Burkina, et je l'ai dit et répété, je le répète aujourd'hui, le sous-sol, notre sous-sol est vachement riche. Les rapports anciens qui avaient été faits pour dire qu'on n'a pas d'or, on n'a pas de traces de diamants, on n'a pas de pétrole, etc. Le temps est en train de monter petit à petit pour montrer que c'est de la fausseté. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de mines d'exploitation industrielle au niveau de l'or. Il y a des recherches diamantifères qui sont en train de promettre qu'on est dans le bon sens. Et même rien que les mois passés, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire que eux, dans leur village, quand ils creusent même un puits à partir de 3 mètres, 4 mètres, ils ne peuvent pas utiliser l'eau parce que ça sort, c'est des traces de pétrole. On ne peut pas avoir du pétrole au Mali, au Niger, il n'y en a pas ici. Il y en a, on en aura. Donc, de ce point de vue, nous avançons de façon très sereine. Ceux qui sont en train de se battre pour venir nous saccager, ce n'est pas parce que nous avons des beaux yeux. Le sous-sol aéusien est un sous-sol. Et qui cachait depuis tout ce temps la richesse du sous-sol burkinabé au Burkinabé. La question énergétique ne va pas se poser. L'essentiel est que nous qui accompagnons les dirigeants, les 3 chefs d'État, que vous soyez nommés à un poste de cette décision énergétique, que chacun comprenne que nous sommes envoyés à des missions stratégiques. Et cette mission peut exiger que chacun y mette ou même y laisse sa vie. Nous devrions le faire. Parce que c'est pas une question de vie d'individu, c'est une question de vie de génération. C'est pour notre souveraineté, notre liberté. Et nous sommes prêts à payer le prix. Est-ce que nous avons dit à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le 27 décembre, quand je l'ai rencontré, lui a dit, vous nous avez envoyé en mission. Nous ne savons pas si nous allons revenir vivants de cette mission, mais c'est pas ça qui nous préoccupe. Les résultats reviendront, même si nous, on ne revient pas vivants. Donc,